sur 2026. Donc, c'est un mélange de mon avis, c'est un mélange aussi des mises à jour Google et des dernières communications de Google. Et c'est un mélange de tout ce que moi, j'ai pu remarquer chez mes clients sur les tests que j'effectue aussi sur mes sites. Voilà, comme ça, vous avez un peu toutes les sources d'infos qui sont mélangées. Vous avez dû le voir passer en fin d'année, mais on a eu une grosse vague de contenu ou de communication autour du fait qu'en gros, les 3 piliers du SEO seraient terminés. Pour ceux qui ne connaissent pas les 3 piliers, même si je crois que c'est la chose que je répète le plus, on n'est pas une de plus, une de moins, on n'est pas assez après. Le SEO, en fait, pour comprendre comment fonctionne le SEO de votre site ou de n'importe quelle plateforme, moi j'aime bien le découper en 3 piliers. Donc, le pilier technique, c'est tout ce qui va représenter la partie un peu chiante et complexe, mais en gros, tout ce qui fait que votre site il peut fonctionner, la rapidité, le poids, l'accessibilité, l'expérience utilisateur, le fait que vos URL ont pu se cliquer dessus, etc. Bref, tout ce qui de l'ordre du détail technique. En gros, votre voiture, j'aime bien comparer une voiture, c'est un peu le moteur de la voiture, il fonctionne, elle peut prendre la route, c'est cool, pareil pour votre site. Le contenu, c'est absolument tous les mots que vous allez mettre sur votre site, donc articles de blog, mais aussi tout ce que vous allez mettre sur vos pages, vos fiches produits, bref, tous vos mots, et on peut le comparer au carburant qu'on va mettre dans votre voiture pour que vous puissiez avancer sur Google. Et enfin, le dernier pilier, c'est le pilier confiance, et là, c'est vraiment ce qui fait que ce soit Google ou les gens, on sache qu'on peut aller chez vous, que vous êtes fiable, et ça se traduit par qui parle de vous via un lien, donc un site va faire un lien vers vous, va écrire un article et va faire un petit lien à l'intérieur, ou va faire un article dédié sur vous, ça peut arriver, ça dépend vraiment de qui vous êtes et de votre thématique, et c'est ce qu'on peut appeler les backlinks. Donc ces 3 piliers, quand ils sont travaillés ensemble, c'est comme ça qu'il y a une stratégie SEO qui roule et qui fonctionne bien, parce que sans un de ces 3 piliers-là, la voiture ne va pas très bien fonctionner. Si la voiture n'a pas de moteur, elle ne peut pas prendre la route. Si la voiture n'a pas de carburant, elle ne peut pas avancer. Et si la voiture n'est pas fiable, personne ne va l'acheter. Voilà, je pense que c'est ma meilleure métaphore. Et donc en fin d'année, on a vu vraiment une vague de contenu en disant que voilà, c'était la fin des 3 piliers, notamment sur la partie confiance, que en gros les backlinks, le fait de recevoir des liens, le fait que des gens parlent de vous, en fait ça n'est tout simplement plus aucune importance, et qu'on remplacerait ça plutôt par le branding, voire même que les 3 piliers c'était totalement has-been et que c'était une ancienne façon de faire du SEO. Ça dépend vraiment, on a une tartinade en tout cas d'informations. Moi je vais vous donner mon avis et il est assez simple, c'est que non, les 3 piliers du SEO ne sont pas morts, c'est même la base. Et là je vous ai remis ma petite métaphore de la voiture, puisque sans technique, sans contenu, sans confiance, déjà sans ces 3 éléments-là, votre site déjà ne peut pas prendre la route, ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas de confiance, vous imaginez le nombre de sites qui est créé à la seconde sur Google. Bien sûr que Google il a besoin d'éléments pour savoir s'il peut envoyer le trafic chez vous, parce que ça représente sa réputation. Si demain moi je vais sur Google, ça fait 6 fois de suite qu'il m'envoie vers un site vraiment pourri, je vais me dire ok, Google il a perdu en qualité, je vais me barrer, je vais aller ailleurs. Et déjà qu'il a pas mal de concurrence avec ChatGPT et compagnie, vous vous rendez bien compte que le pilier confiance est super important. Il est super important aussi parce que c'est un peu comme le bouche à oreille du digital, tout simplement. Demain, il peut y avoir le plus beau magasin avec la plus belle devanture, les plus beaux produits. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui en parlent pour que ça donne envie d'y aller. Il faut un indicateur de confiance. Et donc, non, bien sûr que les 3 piliers ne sont pas morts parce que vous en aurez toujours besoin et c'est toujours la base pour que ça fonctionne. Néanmoins, effectivement, est-ce qu'à côté, tout ce qui est branding, ça favorise votre SEO? Eh bien, ça, c'est la suite de notre petit live et c'est tout le concept que je vais expliquer. En gros, est-ce que le personal branding, le fait de travailler sur votre marque, ça peut contribuer au référencement? Eh bien, pour ça, il faut que vous changiez votre façon de voir Google. Et je vous invite, pendant cette petite heure que vous allez passer avec moi, à vraiment voir Google à ma façon, pour que en tout cas, que j'essaye de vous amener sur cette réflexion et que aussi ça vous permette, en fait, ce que ça va vous permettre, que toutes les dernières communications, du moins quand il y a plein de gens qui vont faire des communications, le SEO est mort, les 3 piliers sont morts, tant que vous chopez cette façon de voir Google, ça va moins vous effrayer. Voilà. C'est ce que j'essaye de vous transmettre de toute façon à chacun de mes lives, c'est si vous changez un peu votre façon de voir Google, déjà vous allez plus le voir comme un ennemi et toutes les communications un peu alarmistes, en tout cas, vous impacteront un peu moins. Je regarde juste si tout se passe bien dans le chat et si tout est OK. Oui, tout a l'air d'être OK. Vous m'écoutez bien. Mon son marche bien. Ça m'est déjà arrivé de parler plusieurs minutes en live et que mon micro s'était coupé. Alors, je fais des checks réguliers maintenant. Alors, comment vous devez voir Google? Eh bien, voilà comment, en tout cas, moi, je le vois. Je vois Google vraiment comme un très grand bibliothécaire. Et pour chaque site, chaque personne, chaque marque ou chaque entreprise, il va ouvrir un petit carton, donc une petite boîte. Et dans cette boîte, en fait, il va mettre tout ce qu'il trouve de vous. Donc, il y a votre site, forcément, mais il va aussi aller regarder ce que vous faites sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Si vous avez une newsletter, il va aller aussi consulter cette newsletter-là, encore plus si elle est accessible sur Google lui-même. Notamment, je prends l'exemple avec Substack, où tous les épisodes se référencent sur Google. En fait, il va regarder, en dehors de votre site, quels sont les autres éléments qui vont lui permettre d'encore mieux comprendre qui vous êtes. Parce que c'est vraiment son but, c'est de comprendre qui vous êtes profondément, pour savoir, en gros, vous êtes l'expert dans quoi, et comment vous allez pouvoir l'aider lui. Parce que lui, il est face à 1 million de gens qui lui posent plein de questions, et il faut qu'il trouve des gens qui vont répondre à ces questions de la manière la plus qualitative possible. Donc plus votre petite boîte, votre carton est lourd, parce qu'il a plein d'informations sur vous, forcément,
plus votre référencement sera meilleur parce qu'il comprendra mieux qui vous êtes, mieux pourquoi c'est vous qui doit recommander, pas une autre personne. Et du coup, forcément, plus votre référencement sera sympa. Heureusement, heureusement que tout ce que vous faites à côté de votre site contribue à votre référencement. Heureusement que tout s'alimente ensemble et tout contribue à votre poids, en fait, au final. Parce que sinon, ça voudrait dire que, oh là là, quel taf déjà, et puis on ferait tout ça pour rien. Donc oui, bien sûr que tout ce qu'il y a à côté de votre site internet, ça favorise votre référencement et on va rentrer dans le détail. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est vraiment que, voilà, imaginez Google comme un maniaque du rangement et que pour chaque personne, chaque marque, il va sortir une boîte. Dans cette boîte, dès qu'il trouve une info, il la range à l'intérieur, comme ça l'aide à comprendre qui vous êtes. Plus il a des infos quali aussi et de confiance, plus aussi vous allez monter en notoriété, plus il vous le considérera comme un expert. Forcément, s'il voit, notamment, je prends l'exemple de quand on tape moi mon nom sur Google, Amandine Barr, très, très régulièrement, ce qui sort, c'est mon LinkedIn avec mon nombre d'abonnés. Effectivement, mon nombre d'abonnés, ça peut venir faire peser dans ma boîte. Il va se dire, forcément, il y a des gens qui la suivent, c'est un certain nombre de personnes. Bon, c'est qu'elle doit avoir un peu plus de poids, donc il va alourdir ma boîte et faire en sorte de me positionner un peu plus. Mais pour rentrer dans ce détail, je vais vous parler de l'impact du personal branding sur le SEO, parce que c'est une des questions qu'on me pose le plus. Mais en dehors du fait que c'est une des questions qu'on me pose le plus, c'est aussi, je trouve, une très belle tendance à suivre pour 2026, même si elle fonctionne depuis plus longtemps que ça, et ça fait plus longtemps que ça qu'elle est intéressante. Si vous n'y êtes pas encore mis, ça va être intéressant à la fois donc, de construire votre marque personnelle, mais ça va être aussi intéressant pour votre référencement. Double coup. C'est sympa de savoir qu'on passe du temps sur les réseaux, mais que derrière, ça favorise un peu tout notre écosystème. Alors, pourquoi est-ce que le personal branding vient renforcer votre SEO? Eh bien, parce que déjà, il y a plusieurs aspects. Déjà, parce qu'on parle de vous. Donc, on parle de vous, c'est similaire au pilier confiance. Il y a des gens qui vont parler de vous, il y a des gens qui vont venir commenter vos posts, il y a peut-être des gens qui vont vous citer dans des posts. Le fait de bosser votre marque aussi, vous allez créer votre identité. Vraiment, aujourd'hui, quand on tape Amandine Barr, c'est assez simple. On voit des loutres, on voit du bleu, on comprend très vite qui je suis et ce que je fais. Et plus on comprend qui je suis et ce que je fais, plus Google comprend aussi, et du coup, plus ça me favorise. Forcément, ça me permet aussi d'obtenir pas mal de gros backlinks gratuitement. Faut aussi qu'on en parle, mais bosser votre personal branding. À un moment donné, si vous commencez à être reconnu dans votre domaine, mais qu'importe l'échelle, que ce soit vous êtes au début ou alors vous commencez à vraiment bien peser, dans tous les cas, ça va vous amener de la puissance en SEO. Moi, à chaque fois que je suis invitée dans un podcast, dans une émission, sur une conférence, mais bien sûr que je demande un lien. il faut que tout soit justement relié et naturellement, les gens vont aussi vous en faire des liens vers vous, vers votre site, vers vos services et ça va venir renforcer votre boîte. En tout cas, bien sûr que le personal branding favorise votre SEO parce que ça aide Google à comprendre tout simplement qui vous êtes. Et à côté, il y a tous les marqueurs de confiance. Elle publie régulièrement, il y a des gens qui la suivent, il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui parlent d'elle. Voilà, c'est un bon combo. Moi, j'aime beaucoup voir le personal branding exactement comme une stratégie SEO. Je lui applique les 3 mêmes piliers. Je vous prends l'exemple du travail que je fais sur LinkedIn. Mon pilier technique, c'est le fait que mon profil LinkedIn est accessible, il est agréable, les liens sont cliquables. Mon contenu, c'est tous les contenus que je vais publier forcément au quotidien. Et mon pilier confiance, c'est aussi tous les gens qui vont parler de moi sur LinkedIn, mais aussi tous les gens qui vont me citer mon profil LinkedIn, qui vont me recommander dans d'autres commentaires. Voilà, bien. Je vois vraiment le personal branding exactement sur les mêmes piliers que le SEO et je pense que ça peut vous aider aussi de le voir comme ça. Mais sachez que non, vous ne perdez pas du temps quand vous bossez sur vos réseaux. Bien sûr que ça contribue à votre site, à condition que ce soit cohérent et que vous envoyez le même message. Si entre votre site internet et vos réseaux, on n'a pas l'impression d'être sur le même business ou chez la même personne, effectivement, ça va être même difficile pour Google de faire le lien. Mais si vous avez le même message cohérent partout, vous ne devriez pas trop pouvoir vous planter quand même. En tout cas, grâce au personal branding, quand Google regarde dans ma boîte, il trouve mon site, SEO sans migraine, il dit ok, il est bien travaillé, en plus il y a un bon SEO, en tout cas il y a intérêt, sinon il faut que je change de métier. Il voit mon Instagram avec un certain nombre d'abonnés, forcément ça le rassure, puis il va consulter ma newsletter avec un certain nombre d'abonnés, pareil, ça rassure, je suis toujours d'actualité, je publie régulièrement, puis après il va sur mon LinkedIn et se dit oui, effectivement, il y a une certaine expertise. Et en fait, tous ces ingrédients que vous allez travailler individuellement, même si, tout comme vous, moi aussi j'ai démarré, j'avais 0 abonné, vous inquiétez pas, avant d'en arriver là, il y a eu du taf, mais j'ai aussi démarré petit, et quand j'ai démarré, ça m'aidait déjà en SEO de commencer à publier, même si j'étais pas reconnue, pas encore suivie. Donc oui, travailler votre personal branding, c'est aussi prendre une grosse avance en SEO et encore plus dans les mois à venir parce que forcément, on le voit, je le vois en tout cas énormément depuis la fin de l'année, Google pioche de plus en plus ses ingrédients de confiance sur tout ce que vous faites autour et c'est prendre une longueur d'avance aussi marketingment parlant que de vraiment créer une identité et de ne pas être lisse, qu'on puisse s'identifier à vous, savoir qui vous êtes, etc. Mais ça, je pense que je ne vous apprends rien. En tout cas, est-ce que vous aviez déjà imaginé que bosser sur votre marque personnelle, ça serait aussi bosser votre SEO? Et pour ceux qui l'ont fait, qui ont déjà commencé à le faire, est-ce que vous avez déjà des premiers effets? Dites-moi dans le chat, comme ça je vois un petit peu aussi comment ça se passe de votre côté. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à parler du lien entre SEO et personal branding, on m'a pris pour une tarée. On m'a dit mais c'est quoi le rapport? Je comprends pas. Et maintenant, je suis très contente que tout le monde commence à voir ce que ça fait. Je vais lire un petit peu vos petits commentaires.
En tout cas, ce qui est cool, c'est que je vois qu'il y a des questions pour tout à l'heure. Ah là là. Oui, je sens que vous pensez que je vais aussi un peu grincer des dents parce que je vois des acronymes très désagréables dans le chat. On en parlera, on fera un petit zoom sur tout les GSE, GO, SXO et tout le tralala. Vous savez que je déteste ça, mais je prendrai bien le temps de vous expliquer. En tout cas, je ne sais pas si le personal branding et SEO ça vous parle. En tout cas, j'espère vous donner quelques clés et l'idée c'est que vous pensiez vraiment, enfin, que vous imaginiez pas que quand vous passez du temps sur vos réseaux, vous perdez du temps. Non, vous construisez aussi votre référencement grâce à ça et vous boostez aussi votre site. Tout est relié, donc c'est le gros avantage. Mais s'il vous plaît, ne délaissez pas votre site au détriment de votre SEO, mais on en parle un petit peu plus tard. Est-ce que quand tu travailles ton personal branding sur Instagram, par exemple, Google est capable d'aller se baser sur ce contenu? Je profite de répondre à cette question rapidement, mais oui, bien sûr. Déjà, ce qui est très cool, c'est que depuis, je ne sais plus depuis quand c'est, mais je crois que c'est 2025, que vos posts Instagram sont indexables sur Google. Donc, en gros, vous pouvez sortir sur un mot-clé grâce à votre post Instagram sur Google. Et en plus de ça, bien sûr, ça fait très longtemps que Google consulte vos posts Instagram et il va vraiment regarder les mots que vous placez à l'intérieur, etc., etc. Je sens que je vais grincer des dents quand je vois le GO, GSO, mais vous inquiétez pas, j'ai prévu quelques slides là-dessus. La deuxième tendance, c'est, et celle-là c'est pour mon plus grand bonheur, c'est que fini les brodeurs. Quand je dis fini les brodeurs, c'est que les articles et les pages vides à faible valeur ajoutée, qui ont été rédigées 100% par l'IA sans qu'il y ait aucune repasse humaine, ça se voit déjà, toutes ces pages-là sont pénalisées, le trafic va drastiquement baisser et ça va être drastiquement moins mis en avant par Google. Puisque Google cherche à avoir déjà de la véracité dans vos pages, dans vos informations, dans vos contenus, mais aussi de la valeur. Donc ça va être la place au contenu expert, au contenu incarné. Je vous explique plus tard comment ça se retranscrit, mais il va vraiment chercher ce petit truc qui fait la différence, le petit truc en plus. On ne veut plus seulement lire une définition. Ça, on sait l'avoir facilement. On tape sur Google, sur ChatGPT, voilà, ça c'est pas de souci. Maintenant, quand les gens vont faire vraiment une recherche, ils veulent plus. En fait, ils veulent du contenu expert. Ils veulent votre avis, ils veulent des données en plus. Faire une recherche, tout le monde sait le faire, donc on veut chercher quelque chose. On veut de l'information. On veut un petit peu plus que simplement des mots. Et Google va forcément chercher la même chose puisqu'il se capte sur le besoin de ses lecteurs, de ses utilisateurs, de ses internautes. Donc, effectivement, comme je vous le disais, Google cherche ce petit truc en plus. Écrire un article avec juste la définition sans apporter son expertise, ça ne servira plus à rien. Maintenant, si vous faites des articles définition, parce que ça marche toujours très bien en SEO et ça ramène toujours beaucoup de trafic, l'idée c'est que derrière, donner des astuces, quoi. Moi, ce qui me rappelle, un des articles qui avait le plus fonctionné quand je travaillais dans une ancienne de mes boîtes, c'était en gros qu'est-ce que c'est la prospection. Et donc, j'avais expliqué toute la définition de la prospection, qu'est-ce que c'était, et ensuite je donnais des solutions. Bon, voilà, pour commencer à prospecter, faites ça tout de suite. Ok, j'ai compris ce que c'est, mais comment je démarre? Voilà, tout de suite être dans l'étape d'après, ça va être un gros plus. Si vous expliquez un concept sans donner votre avis, pareil, en tout cas, quand je dis ça ne servira à rien, c'est parce que les gens ne vont pas forcément s'arrêter sur votre contenu ou vous se rappeler de vous pour ça. Les gens veulent des avis, les gens cherchent justement des opinions, cherchent des études de cas, donc donner des sources, donner des avis, partager en fait ce que vous savez. Le contenu lisse, linéaire et très vide ne fonctionne plus et ne fonctionnera plus. Et vraiment, ça se voit dans les pages qui ont été pénalisées en plus avec la mise à jour de décembre, toutes les pages vides de mots, de sens, de valeurs. Ça a été une claque monumentale. En tout cas, je ne sais pas si vous aussi, mais moi je commençais vraiment à en avoir marre de plus trouver mes réponses. Je tapais un truc sur Google, j'arrivais sur un site, je scroll, j'avais toujours pas la réponse à ma question, enfin j'avais tout en bas, entre-temps je me prends un peu de pub, etc. Vraiment, ça c'est ce qu'on veut plus, c'est les mauvaises pratiques, donner la réponse très vite, et ensuite délivrer de la valeur. Les gens ont leur réponse, et peut-être que si vous arriverez à les attirer en disant, bah ouais, ok maintenant tu sais ça, mais est-ce que tu savais que tu peux aussi faire ça, etc. Enfin, en gros, faut aller plus loin que simplement une réponse, mais s'il vous plaît, donnez la réponse vite, on en a marre de scroller, on arrive au milieu de l'article, il n'y a toujours pas la réponse, on va tout en bas, ah ça y est, l'info que je cherchais est là. Non, ne faites plus ça, sauf si vous voulez être pénalisé, puisque Google analyse énormément le comportement des utilisateurs sur votre site. La troisième tendance, c'est qu'il va y avoir une grosse baisse des clics pour les contenus informatifs. Donc quand je dis les contenus informatifs, ça va être forcément définition, recettes, ou un peu les comment. Donc ça ne veut pas dire que ça marche plus, parce que ça marche toujours très bien en SEO, mais il va y avoir une baisse des clics. Parce que en fait, ces mots-clés sont des contenus à réponse rapide. On veut, comme je vous le disais, il y a vraiment 3 secondes là, on veut plus scroller 10 minutes pour trouver une recette, pour trouver une information. Donc les gens changent d'endroit, en fait. Ils vont pas forcément chercher sur Google. Il y a toujours des gens qui vont chercher sur Google des recettes, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver, et maintenant, ils vont sur TikTok, recettes, en 2 secondes, ils ont les étapes, ils ont les ingrédients, etc. Alors que c'est vrai que sur en tout cas, la majorité des sites de recettes sur Google, maintenant, avant d'avoir les étapes de recettes, tu te tapes
des fois 4-5 minutes de lecture, etc. Donc c'est des choses qu'on ne veut plus, que les gens ne veulent plus, ce qui fait qu'il y a une baisse des clics sur ce type de contenu parce que les gens vont chercher ailleurs. Après, je suis convaincue que si on commence à faire des meilleures pages et qu'on commence à relever un petit peu le niveau, on pourra remonter ces clics-là. Mais en tout cas, ne soyez pas surpris si vous voyez une baisse de vos clics ou de votre trafic sur ce type de contenu. Parce qu'effectivement, on ne veut plus taper sur Google pour obtenir une définition et une réponse rapide. On va se tourner vers GPT, on va se tourner vers d'autres moteurs de recherche pour aller droit au but. Et ça, je vous en ai déjà pas. La quatrième tendance, et alors là, on arrive sur le sujet qui, je crois, a commencé à me faire grincer des dents dans le chat. Donc, une bonne stratégie SEO, donc la bonne stratégie de référencement que vous allez faire sur votre site, si elle est bonne, elle est bien réfléchie, elle est déjà bien exécutée, vous allez déjà sortir sur les différentes IA. Donc, vraiment, je veux insister sur ce point, on commence par là. Si votre stratégie SEO Google est bonne, elle sera déjà bonne pour les différentes IA. Pas besoin de perdre énormément d'énergie et de temps à vouloir se dire « Ok, je vais me positionner à fond sur les IA » si déjà vous ne sortez pas sur Google. Pour sortir sur les IA ont besoin de se baser sur quelque chose. Et s'ils se basent sur quelque chose qui est déjà pas foufou de base, vous n'allez pas beaucoup sortir. Donc, partez du principe que si vous faites déjà un très bon SEO Google, qui respecte les dernières exigences, vous allez déjà être IA-friendly et vous serez déjà cité. Continuez à faire le référencement que votre cible veut dire, apporter votre valeur, votre expertise, et tout se passera extrêmement bien pour vous. Vous n'aurez pas trop à vous prendre la tête sur le sujet, est-ce que je sors bien sur GPT, est-ce que je sors bien sur Perplexity, etc. J'insiste là-dessus, mais c'est parce qu'on a vu beaucoup de communication en fin d'année, et vous savez à quel point ça m'a mis en rogne, sur le fait que maintenant il fallait arrêter de faire du SEO Google, qu'il fallait faire du SEO sur les différentes IA, et que le SEO ne s'appelait plus le SEO, mais s'appelait le GEO. Donc pour vous donner mon avis sur le GEO. Le GEO, pour moi, ça n'existe pas. C'est tout simplement comme les dernières tendances qu'on a vu passer, donc le SXO et tous les autres noms très bullshit, très compliqués en plus, donc tout ce que je déteste, c'est simplement du SEO déguisé. Je reprécise, mais je suis pas en train de dire que faire du SEO sur les différentes IA, ça n'existe pas. Je suis juste en train de vous dire que le terme GEO, il a été inventé là, purement marketingment parlant, pour vous vendre des choses, pour vous faire peur, pour commencer à foutre la pagaille, pour se démarquer, bref, qu'importe, toutes les techniques marketing parfois que je n'apprécie pas. Mais si on se base sur ce que c'est le GEO, donc c'est le fait plutôt que de se positionner sur Google, on va se positionner sur les IA, et donc on va optimiser tout son site et ses contenus pour être cité dans les IA comme ChatGPT, etc. Pour moi, le GEO, c'est rien d'autre que ce qu'on fait déjà. Produire du contenu pertinent, clair et crédible. Quand on regarde les conseils de GEO et les conseils de SEO, vous comparez, c'est exactement la même chose, à quelques ingrédients près. Ce qui serait plus juste, et ce pourquoi je suis d'accord avec les outils comme SEOranking ou encore SEMrush, avec qui j'ai beaucoup discuté, c'est que tout le monde utilise le mot SEO IA. Et je trouve ça bien plus juste, puisque on fait du SEO Google. Moi, je fais aussi du SEO Instagram. Je fais du SEO LinkedIn. Je fais du SEO Airbnb. C'est pas parce que je change de plateforme, que je change le nom du SEO, que je dis que c'est un nouveau métier. On a juste une nouvelle variante qui est apparue, qui s'appelle le SEO IA. Et oui, il y a des petits ingrédients à ajouter sur votre site ou des façons d'écrire votre contenu qui font que potentiellement vous allez être un petit peu plus cité par ChatGPT, etc. Mais la base reste que si vous avez un très bon SEO Google, vous serez déjà IA-friendly. Donc ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît, parce que si vous saviez ce que j'ai vu. J'ai malheureusement récupéré des clients dans des états catastrophiques qui ont dépensé des sommes astronomiques parce qu'ils se sont fait avoir par le « Ah, mais attendez, si vous loupez cette offre de Géo, mon audit de Géo, là, que je te facture entre 10 et 20 000 balles, vous êtes au courant que vous allez être à côté de la plaque, etc. » Enfin bref, jouer sur de la peur pour vous vendre une offre, déjà là, vous devriez avoir le red flag qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je voudrais juste vous rassurer sur le fait que, oui, effectivement, le SEO IA, ça existe et on peut optimiser pour être mieux cité par les différentes IA, mais j'avais fait tout un live là-dessus, je vous donnerai le replay, on vous donnera le replay dans le chat. En plus, ce live était en partenariat avec SEOranking qui avait beaucoup de données. Je vous rassure, il n'y a pas de quoi, là tout de suite, se dire je plaque tout, je plaque Google, je plaque tout et je mets tout sur les IA. Pas du tout. Je trouve que c'est plus juste en tout cas d'avoir une bonne stratégie SEO qui vous référence super bien sur Google et en plus de ça qui vous permet de sortir sur les IA. Pour moi, ça doit être une conséquence positive et c'est ce que j'essaye en tout cas de vous expliquer depuis tout à l'heure. Est-ce que de votre côté, vous êtes pris une vague de Géo, vous aussi? Est-ce que, qu'est-ce que quand vous avez été confronté au mot Géo, est-ce que vous avez plutôt eu peur? Est-ce que vous avez été confronté à des offres un peu agressives? Est-ce que ça vous a fait un peu frissonner? Ou est-ce que, au contraire, vous l'avez plutôt bien pris? Parce que c'est vrai que moi, j'ai reçu énormément de messages et de mails de personnes qui me suivent et qui ont été un peu terrifiées par cette vague, mais surtout terrifiées par les communications qu'il y a autour, en disant ouais, le SEO c'est mort, etc. Faire de Géo, mais attends, moi j'ai à peine de sortir mon site, du coup il me sert plus à rien, etc. Donc c'est plutôt ça que je reproche à la vague. C'est pas de faire du SEO IA parce que bien sûr ça existe et que c'est très intéressant, mais c'est plutôt d'inventer un terme pour vous faire peur. Je regarde un petit peu les commentaires. Et bah dis donc, il y en a beaucoup. Ok.
Je vois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se posent des questions. Potentiellement, voilà, il y a beaucoup de gens qui se font contacter par ChatGPT, qui obtiennent des clients par ChatGPT, mais que leur positionnement Google n'est pas forcément top. Il y a plusieurs explications à ça. Le premier, c'est pas parce que vous êtes pas top sur Google que ChatGPT va pas quand même aller scraper et s'appuyer là-dessus pour vous citer. Il peut aussi y avoir le secteur du niche qui peut être une super explication. Et surtout, ça doit être une super piste pour vous à l'inverse. Si déjà, avec le peu que vous faites sur Google ou le peu que vous êtes positionné sur Google, vous sortez sur ChatGPT, imaginez les résultats que vous auriez si votre stratégie Google était très carrée et très puissante et à quel point vous seriez encore plus cité. Je prendrai le temps, en tout cas à la fin du live, pour bien répondre à vos questions autour du GEO. Mais en tout cas, ça peut vous rassurer. Aujourd'hui, la part du trafic de chat des différentes IA comme ChatGPT et tout, c'est moins de 1%, alors que Google, c'est plus de 90%. Voilà, les recherches sont encore majoritairement faites sur Google. Donc, je comprends que ce soit très, très intéressant et que c'est... Disons que ça hype parce que voilà, c'est la nouveauté. Mais quand on prend les données, ça fait redescendre un petit peu. Hein. C'est pas si, c'est pas si impactant que ça pour l'instant. En tout cas, oui, ça va être on est obligé de s'adapter. Bien sûr, c'est pas ce que je vous dis dans ce live. Ce serait totalement bête de vous dire oui, mais ignorez l'IA, mais non, ça n'existe pas, pas du tout. Ce que je préfère vous dire, c'est faites attention à ces termes, faites attention à ces offres et la com agressive autour. Et si vous vous concentrez sur une très belle stratégie sur Google, vous sortirez déjà sur les différentes IA. Et si vraiment, à un moment donné, vous voulez bosser votre stratégie SEO IA, contactez une bonne agence qui aura si l'agence a le discours que j'ai là, vous pouvez y aller. Mais si elle commence à vous faire peur avec des discours de géo, n'y allez pas. Voilà. La 5e tendance, ça va être la puissance des avis et du SEO local. Vraiment, ça, c'est une montée, mais ça fait quelques mois déjà, mais là, c'est vraiment impressionnant. Avoir une fiche Google My Business ou Business Profile, prenez le nom que vous voulez. De toute façon, ils vont encore changer dans 3 mois. Bien optimisée. Si votre fiche elle est bien optimisée, quand je dis bien optimisée, c'est-à-dire que elle respecte toutes les bonnes règles des fiches Google My Business. Et oui, il y a des règles pour bien optimiser sa fiche. J'ai toute une formation à ce sujet-là, si jamais c'est des sujets qui vous intéressent. Mais le plus important, c'est d'avoir une fiche qui vous ressemble. Quand on arrive sur votre fiche, il faut qu'on sente qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez, et que ce soit très réaliste aussi avec ce à quoi le client... En fait, il faut que le client sache à quoi s'attendre. Donc si quand vous avez votre fiche, en gros, elle est incroyable, comme la pub pour McDo, super Big Mac, mais que quand on vient dans votre magasin, quand on vient prendre vos services, on a le vrai Big Mac tout écrasé et tout éclaté, là, effectivement, ça va pas bien marcher pour vous. Donc, je vous conseille d'avoir la fiche la plus réaliste possible et de vraiment bosser sur le fait de récupérer des avis régulièrement. Plus vous allez avoir d'avis, plus ça va booster votre SEO. Donc, je sais que c'est toujours un petit peu difficile, qu'on a tendance à moins mettre d'avis. Et je vais en profiter pour faire passer un petit message. Parce que quand on est très content, on ne laisse pas d'avis. Quand on n'est pas content, on va mettre des avis très rapidement. Mais pensez à tous les business autour de vous, alors les prestataires, pensez aux gens qui vous ont fait passer un bon moment, qui vous ont fourni un bon service, et posez-vous la question, est-ce que vous avez été leur mettre un avis? Et si c'est pas fait, eh bien je vous invite à le faire après ce live, parce que ça fait extrêmement plaisir déjà, ça va les aider pour leur référencement, et c'est ultra nécessaire, et qu'est-ce que c'est dur à avoir, parce que quand bien même vous pouvez avoir les clients les plus satisfaits et les plus contents. Je sais que l'action d'aller mettre un avis sur Google peut parfois être difficile. C'est sur les business où vous êtes en contact physique avec vos clients, comme les coiffeurs, etc. C'est moins difficile d'obtenir des avis. Mais dans mon cas, par exemple, pour la prestat de service, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je sais que ça peut être un petit peu une petite guerre, mais faites-en vraiment votre objectif là. Si vous deviez vous en fixer un pour 2026, c'est insister sur vos avis. Faites en sorte que vos clients, surtout les plus contents, vous en mettent, puisque ça a une puissance SEO monstrueuse et ça vous garantit d'être beaucoup plus cité sur ChatGPT, puisqu'il s'appuie énormément sur les fiches Google My Business qui sont bien optimisées. Ensuite, effectivement, une fiche Google My Business qui est super bien optimisée, avec un site qui a une stratégie, qui a une super bonne stratégie SEO, et que les deux sont cohérents entre eux. C'est-à-dire que entre votre fiche et votre site, on retrouve le même message puissant, et on cible la même chose, on cible les bons mots, et que c'est cohérent entre les deux, mais je vous garantis que c'est un combo gagnant. Je vous donne mon exemple. Mais moi, vraiment, je ne pensais pas pouvoir déloger des agences de SEO qui étaient là depuis bien des années avant moi. Ça fait 1 an et 2 mois à peine qu'on a ouvert, nous. On a ouvert notre agence. Donc, on a démarré de zéro avec une fiche toute neuve, avec un site tout neuf, etc. Et il y a des agences qui étaient positionnées sur Agence SEO Montpellier depuis, peut-être même avant que je sois née, ils avaient déjà leur site, déjà leur fiche et déjà des avis. Et pour autant, avec un site qu'on a super bien bossé, une fiche très cohérente, ça a fait un combo tellement monstrueux qu'on a délogé absolument tout le monde, alors qu'ils avaient plus de budget, plus d'ancienneté, plus de pages, plus d'avis. Donc, ne négligez vraiment pas l'impact entre votre fiche et votre SEO, entre votre site en tout cas, et le fait que les deux soient vraiment ensemble. Parce que si vous avez une fiche et un site qui ne parlent pas de la même chose, qui ne sont pas optimisés de la même façon, qui ne ciblent pas le même message, en fait les deux vont bosser chacun de leur côté, ils ne vont pas mettre en commun leurs forces, et ils peuvent même peut-être certaines fois s'auto-concurrencer. Donc vraiment,
là, j'insiste, hein, mais c'est parce qu'en plus, la fiche My Business, elle est gratuite, donc vous pouvez quand même faire un gros levier grâce à ça. Si jamais, chez les autres, on peut vous aider. On peut vous aider de plusieurs façons, forcément. Je peux vous aider sur toute la partie fiche Google My Business, mais on peut aussi vous aider sur toute la partie accompagnement SEO, faire en sorte que votre site il cible les bons mots-clés, au bon endroit, au bon moment, pour attirer les bons clients, que ce soit sur du SEO national, international ou sur du SEO local. Je peux aussi vous aider sur toute la partie SEO IA, qu'on vient de discuter, faire en sorte que votre site il respecte les bons critères pour augmenter vos chances d'être cité, même si on travaillera beaucoup votre stratégie sur Google d'abord, puisque si déjà vous êtes bancal là-dessus, il va falloir qu'on remonte le niveau. Je vous précise quand même que chez les loutres, quand on travaille un site, notre objectif principal, c'est pas forcément vous positionner que sur des mots-clés qui vont vous rapporter beaucoup de trafic, mais surtout sur des mots-clés qui vont vous rapporter des clients. Puisque, comme je vous le disais, pour moi, un site efficace, un référencement efficace, c'est un site qui vous ramène de l'argent et des clients. Ça doit être un allié. Pour moi, votre site, ça doit être votre commercial de terrain qui travaille 7/7 pour vous et qui travaille quand vous ne pouvez pas non plus. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on a fait pour nous. On a un site qui travaille pour nous quand nous, on ne peut pas travailler sur notre business, quand on est en vacances, quand on est dans le rush de certaines semaines. Notre site nous ramène des clients toutes les semaines. Toutes les semaines, on a des leads qui viennent grâce à Google. Grâce à ChatGPT aussi, quand vous faites bien le taf. Mais grâce à Google, notre site nous ramène des clients tout le temps et c'est vraiment ce que je veux. En tout cas, si demain, vous devez vous faire accompagner par une agence, que ce soit la mienne, que ce soit une autre, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est que votre agence et la personne qui va vous accompagner, son but, ça doit vraiment être de faire en sorte que votre SEO devienne votre plus grand allié et qu'il vienne vous soulager. Parce que je sais combien ça peut être épuisant quand on doit être sur tous les terrains. On doit être sur les réseaux, on doit publier du contenu, on doit s'occuper de nos clients, on doit vendre nos produits et en plus de ça, on doit s'occuper de notre SEO. Donc effectivement, si dans ce gros rush et toutes ces choses que vous devez faire au quotidien pour que votre business y tourne, vous pouviez avoir un allié de taille comme votre site qui est là, qui dit t'inquiète, fais ce que tu as à faire. Je te ramène des clients. Je n'ai jamais connu, en tout cas pour ma part, plus gros soulagement que quand, pour notre part, le SEO est arrivé et nous ramenait des clients tout le temps. Ce qui fait que, selon les semaines, parfois j'avais pas le temps de publier X ou X posts, on avait d'autres priorités, des galères comme tout le monde. Et là, tu as le SEO qui arrive et qui te soulage. Franchement, c'est tout en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne quand on vous accompagne chez les loutres. Donc, la première étape, c'est, Karine va vous l'envoyer dans le chat, mais c'est de rejoindre donc un petit formulaire pour rejoindre la liste d'attente, puisqu'on a mis en place une liste d'attente. On a été un petit peu victime de notre succès pour notre plus grand bonheur, mais je pense que c'est plutôt bon signe. Que ce soit chez moi ou que ce soit chez n'importe quelle autre agence, je vous conseille vraiment de prendre le temps avant de sélectionner la personne qui va vous accompagner, parce que je sais quel point c'est important pour vous que votre business soit bien référencé. C'est aussi un budget de déléguer son référencement. Donc prenez le temps, n'y allez pas dans la précipitation. Je sais que c'est le début de l'année, qu'on se dit oui, il faut que je trouve mon prestataire, go. Vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps de faire plusieurs rendez-vous, à sélectionner 2 ou 3 prestataires jusqu'à ce que la personne en face de vous dites ok, elle a capté ce dont j'ai besoin, elle a capté ce que je veux pour mon site et c'est la bonne personne. En tout cas, quand vous rejoignez la liste d'attente chez les loutres, ce sera l'objet du premier rendez-vous. Donc une fois qu'on a de la place, on vous envoie un petit mail avec un créneau qui s'est débloqué. Et la première action, c'est qu'on va échanger de vive voix ensemble et on va faire le point sur vos besoins et qu'est-ce que vous voulez que votre site vous apporte. Vraiment, ça va être l'objet du premier appel et surtout définir si est-ce que les loutres sont les bonnes personnes pour vous accompagner ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin d'un autre type de prestataire. Bref, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on peut être votre plus grand allié pour cette année. On sera toujours transparent, honnête et comme la majorité des agences, je préfère vous prévenir, si jamais vous avez des agences qui commencent à vous garantir des résultats red flag, fuyez. On ne peut pas garantir des résultats en SEO. Donc, si vous commencez à vous faire allécher par ce type de contrat, faites très attention. Je vous conseille de vérifier plusieurs choses pour être sûr de bien vous faire accompagner. Vérifiez tout de suite si dans le devis, du moins dans les CGV, s'il n'y a pas une petite ligne cachée de tacite reconduction obligatoire, ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'agences qui font ça. Posez la question à votre prestataire sur toutes les lignes du devis. Il faut que tout soit clair, que vous compreniez tout. Et si à un moment donné, il y a un doute sur une ligne, creusez. Et si la personne en face, elle n'est pas capable de vous dire ce que c'est, alors vous savez que voilà, ce ne sera pas la bonne personne pour vous accompagner. Voilà, prenez le temps en tout cas si vous voulez vous faire accompagner. Et si jamais ça vous a donné envie, ce sera avec plaisir en tout cas pour moi et toute mon équipe de vous accompagner pour cette belle année pour du SEO. Ça fait toujours très plaisir pour moi quand j'accompagne un nouveau site. C'est un nouveau challenge et je sais que j'ai une vision un peu différente aussi des agences classiques. Donc ça peut être un petit peu rafraîchissant pour vous. On enchaîne sur la 6e tendance. Je vais regarder un petit peu dans le chat. Bien évidemment, il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre pour la confidentialité de mes clients. J'ai vu des questions, je me suis là. Mais qu'est-ce que la protection de marque en SEO? J'adore, parce qu'on va en parler là dans quelques secondes. Oui, il y aura un replay et je regarde, mais je pense que tout a l'air bien. Bien sûr, je ne contacte personne par téléphone. Il y a un formulaire. Vous remplissez le formulaire et ensuite vous aurez un petit lien pour prendre rendez-vous avec une personne de l'équipe. Mais je ne donne pas mon numéro de téléphone pour des raisons évidentes. Ensuite, donc, j'ai vu le chat, j'ai vu vos questions, ne vous inquiétez pas, je sens que je vais avoir du taf après. On va enchaîner un peu sur la 6e tendance. Alors,
c'est pas tant une tendance 2026, mais c'est plus un point sur lequel j'aimerais que vous travailliez pour l'année 2026, c'est de faire du SEO marque et hors marque, et je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Le SEO marque, en fait, c'est faire du SEO de protection. C'est protéger, en gros, son propre nom, ses propres portes d'entrée. Donc, quand je dis porte d'entrée, c'est en gros tous les mots qui font que les gens vont chercher pour atterrir chez vous. Par exemple, quand les gens veulent atterrir chez moi, ils tapent Amandine Barr, mais ils tapent aussi la loutre du SEO, ils peuvent aussi taper SEO sans migraine. Donc, ça veut dire que j'ai 3 portes d'entrée potentielles. Sur ces 3 portes d'entrée, j'ai plutôt intérêt à extrêmement bien les protéger, parce que si j'ai un concurrent qui se positionne sur un des mots où les gens me cherchent moi, mais atterrissent chez quelqu'un d'autre, c'est la catastrophe. C'est d'ailleurs le premier rôle du SEO, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, avant même d'aller conquérir tous les terrains et tous les mots-clés qui peuvent vous rapporter des clients, la première action qu'on fait quand on met en place du SEO, en tout cas c'est comme ça que moi je travaille, c'est de protéger vos propres portes d'entrée, pour protéger votre nom, protéger votre site. Donc on va aller blender plein de choses pour faire en sorte que quand les gens veulent atterrir chez vous, ils atterrissent chez vous et il n'y a pas un seul lien qui va chez un concurrent. Alors que tandis que le SEO hors marque, ça porte bien son nom, mais c'est plutôt là pour vous faire connaître et aller chercher des prospects qui ne vont tout simplement pas connaître votre marque. L'intérêt du SEO marque, en fait, ça va permettre de tout simplement vous protéger protéger vos concurrents, ne pas louper des leads, mais ça va aussi avoir un gros impact sur le fait de renforcer votre crédibilité, renforcer votre réputation et renforcer votre confiance auprès de Google aussi. Effectivement, on pense toujours à faire du SEO pour se positionner sur notre mot-clé, mais beaucoup moins pour se protéger et créer des pages sur nous-mêmes. Et donc ça, c'est vraiment une chose super importante. N'hésitez pas, je vous donne une première porte d'entrée que les gens oublient tout le temps. Tapez votre nom et à côté, vous tapez avis. Il y a beaucoup de vos concurrents qui vont essayer de se positionner sur, par exemple, SEO sans migraine avis et potentiellement faire un petit article bien salé pour inciter vos potentiels clients à aller chez eux plutôt que chez vous. Donc, il y a tout intérêt à ce que vous travailliez à fond ce mot-là pour que, au moins en première page, il n'y ait que vous. Parce que sinon, ça peut être un peu salé. Pour la petite histoire, dans mon tout premier job où j'étais en CD, où j'ai travaillé en SEO, j'avais fait un article de blog qui s'appelait quand je faisais des comparatifs en fait concurrents, et donc sur un concurrent j'avais mis en gros le comparatif A, et j'avais vraiment mis la meilleure alternative à mon outil concurrent, et voilà, l'idée c'était que je pensais que c'était un article que j'allais pouvoir envoyer aux gens qui me demandaient pourquoi est-ce que je devrais choisir toi plutôt que ce concurrent là. J'avais pas encore capté les dégâts que ça pouvait faire, sauf que mon concurrent il avait très mal protégé son nom, et donc j'ai fini top 2 sur son nom à lui avec la meilleure alternative à pourquoi vous devriez choisir plutôt que. Et c'est terrible, je vous souhaite pas ça. Là, pour le coup, pour l'avoir fait accidentellement, je ne souhaite à personne parce qu'encore aujourd'hui, et ça fait un peu plus de 6 ans, il n'a toujours pas réussi à me déloger avec cet article, qui a été adouci depuis quand j'ai réalisé le message que ça pouvait véhiculer, etc. Mais moi, je suis sympa. Les gens en face, vos concurrents sont peut-être pas sympas, ils s'en foutent. Peut-être qu'ils seront en mode, toi, je vais te dégommer, je veux tes clients, je veux tes leads, et le titre, il va pas changer. Donc, faites très attention à ça. Et c'est tout l'intérêt du SEO marque. Je vous donne un exemple d'une page très bien protégée, donc sur SEO sans migraine, les premiers liens qui sortent, donc déjà vous voyez que ma fiche Google, bam, elle arrive en rempart, comme ça en mode oui, tu es au bon endroit, il y a des bons avis, elle sert aussi beaucoup à vous protéger. Mais le premier lien, on voit tout de suite donc du LinkedIn, c'est très solide puisque ça va être difficile de passer devant LinkedIn en termes de SEO, ils sont super puissants. L'annuaire des entreprises avec un .gouv, c'est un lien super puissant, donc même si c'est pas un lien qui est de mon site, ça reste un lien fiable qui renvoie vers ma société et qui me protège, et aucun concurrent pourrait se placer à la place d'un .gouv. Voilà, ce .gouv en général, de toute façon, c'est l'ultime en SEO, on peut rien faire pour ça. Ensuite, il y a ma newsletter, Substack est très fort en SEO, et donc il vient aussi renforcer. En fait, le but vraiment là, c'est d'avoir ce que j'appelle un peu des liens remparts, c'est des liens qui vont vous protéger pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais personne qui puisse passer devant cela. Et être sûr que quand on tape SEO sans migraine ou le nom de votre marque, il n'y a jamais personne d'autre que vous qui soyez dans les premiers liens. A contrario, je vous prends l'exemple d'une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Gemio, c'est une joaillerie, qui eux n'ont pas très bien travaillé leur SEO marque. Et quand on tape Gemio, dans les premières positions, on retrouve plusieurs choses. Déjà, le premier, c'est qu'on voit Le Bon Coin, Occasion. Quand on a une joaillerie française très renommée, avec des produits super quali, et que la première option qu'on propose à nos clients quand ils tapent notre nom, c'est d'aller l'acheter de caisse sur Le Bon Coin, bon, c'est pas fou. Et ensuite, vous voyez ici un deuxième site qui s'appelle Mondialement, Gemio Avis Alternatif. Je vous rassure que j'ai lu cet article. C'est plutôt Gemio. Pourquoi ne pas choisir Gemio et choisir mon site? Cet article les assassine et les pousse à aller acheter ailleurs. Et je pense que si on ne connaît pas la marque, on ne connaît pas Gemio, on cherche juste une bague de fiançailles, qu'on se dit ah oui, on va parler de Gemio, je vais aller voir, que je tombe sur cet article. Et là, qu'on me dit qu'en gros, la qualité n'est pas folle et que c'est trop cher pour ce que c'est, etc. D'après cet article toujours, c'est pas mes propos. Et ça peut faire douter mon potentiel client. Donc voilà les risques auxquels vous pouvez vous exposer si vous ne travaillez pas votre SEO marque. Et dans tous nos accompagnements SEO, la première phase, c'est celle-là. On va regarder, est-ce que vous êtes bien protégé sur toutes vos portes d'entrée? Si ce n'est pas le cas, premier plan d'action, on vous protège. Ensuite, on va conquérir le monde. Ça, il n'y a pas de souci. Tandis que l'intérêt du SEO hors marque, vous l'avez bien compris, mais c'est forcément vous faire connaître, attirer des clients qui ne vous connaissent pas et qui ne connaissent pas la marque, renforcer votre crédibilité globale parce que
le message qu'on va faire passer, c'est que vous êtes la personne à contacter. En tout cas, c'est pas nouveau parce que le SEO a toujours été composé de marques et remarques. C'est juste que voilà, on vous a beaucoup fait du SEO sans penser à votre branding, à vos mots-clés marques, et c'est plutôt ça le problème. Mais je suis convaincue en tout cas que plus je vais en parler, plus ça va vous sensibiliser et plus vous serez protégé, armé contre tous ces petits concurrents qui veulent vous piquer vos clients. On va passer sur la deuxième partie du live, c'est comment faire du bon SEO. Je regarde juste un petit peu vos commentaires. Et n'oubliez pas toujours de faire une recherche en navigation privée et que chaque recherche change d'une page à une autre. Valérie, je te confirme, j'ai été vérifier ce matin. L'article est toujours bien là. Ne te fais pas polluer par les liens ads. Il y en a beaucoup avec les sponsors en plus en ce moment sur Google. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils prennent beaucoup de place. Mais il y a le petit onglet pour les masquer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de liens de publicité qui prennent de la place sur la page 1. C'est embêtant. J'espère qu'ils vont commencer à réduire un petit peu tout ça. Il y a l'air d'avoir beaucoup de, de questions. Je sens que je vais m'éclater. Hop. On va reprendre sur comment faire du SEO et j'ai vu qu'il y avait à peu près 47 questions mises de côté, donc on va s'amuser à la fin du live, je le sens. Les bonnes pratiques pour 2026 que vous devez garder en tête. Donc la première, c'est de vous concentrer quand vous allez écrire des pages ou quand vous allez écrire des articles de blog ou qu'importe, bref, tout ce que vous allez écrire sur votre site, vous devez prendre en compte l'intention de recherche. L'intention de recherche, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ce à quoi va s'attendre votre utilisateur. Est-ce que quand je tape, moi demain, acheter une peluche loutre, vous comprenez que je cherche à ce qu'on me propose une fiche produit avec une peluche loutre que je peux acheter rapidement. Tandis que si demain je tape comparatif des meilleurs hôtels à Montpellier, là je vais chercher un article de blog qui va m'aider à comparer et il va me proposer les meilleurs hôtels. Si vous ne prenez pas en compte l'intention de recherche avant de faire vos pages de votre site ou avant tout simplement de créer du contenu, le risque c'est que vous soyez totalement à côté de la plaque et que vous allez commencer à tout simplement écrire pas mal de choses mais qui ne vont jamais répondre aux besoins de votre potentiel client et donc votre site ne va jamais convertir. Écrivez avant tout pour votre cible, donc si vous savez vous devez savoir de toute façon qui est votre potentiel client. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Pour qui est-ce que vous vendez ce produit-là ou cette prestation ? Si vous connaissez votre cible, mettez-vous dans sa tête, dans sa peau et écrivez vos pages pour lui répondre, pour que ça attise sa curiosité ou que ça appuie sur ses points de douleur. C'est vraiment essentiel que vous écriviez vos pages pour votre cible et pas pour vous. Je sais qu'on a envie de mettre en avant ses services, on a envie de dire pourquoi on est le meilleur, etc. Mais avant tout, vous devez comprendre pourquoi est-ce que votre cible est arrivée sur cette page et de quoi elle a besoin et vous êtes sûr de jamais louper. N'écrivez pas que pour le SEO. Quand je dis n'écrire que pour le SEO, c'est on pense que mots-clés, on pense optimisation, on pense mots-clés en gras, etc. Ça marchait jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 2 ans. Aujourd'hui, il faut vraiment faire un équilibre entre les deux. Écrivez pour les gens et ensuite, on ajoute la couche de SEO. Mais d'abord, pensez à votre cible. Ensuite, on pense à l'optimisation. Si de toute façon, vous ne faites pas ça, Google va capter que les gens arrivent sur votre page, qu'elle est complètement hors sujet et il va partir. Et donc, ça va envoyer un très mauvais message pour votre référencement. Et je vous invite à avoir de la cohérence globale sur votre marque, qu'on vous retrouve sur votre site, sur vos articles de blog, sur vos pages, sur vos réseaux sociaux, sur votre newsletter, qu'on sente que c'est votre univers. Plus ça va être cohérent, plus vous allez remplir la boîte dont on a parlé au début, et plus vous aurez de poids, et donc plus ça va favoriser votre référencement au global. Pour le pilier technique, voilà ce que je vous invite à faire pour cette nouvelle année. Il faut que vos Core Web Vitals soient au top. Donc les Core Web Vitals, c'est en gros un peu le contrôle technique version Google. C'est tous les critères essentiels que votre site doit respecter en termes de vitesse et de poids. Ça, vous pouvez y avoir accès super facilement grâce à la Google Search Console, qui est un outil de Google gratuit et super facile à installer. En plus, on a fait un super tuto sur YouTube il n'y a pas longtemps. Mais vous n'avez plus le choix que d'avoir un site qui est dans les règles de Google en termes techniques. Sinon, de toute façon, vous n'allez pas passer le test. Donc, si vous ne passez pas le test, ne vous attendez pas à être bien positionné ou à rester bien positionné. Parce que si aujourd'hui, vous êtes déjà bien positionné, mais vous n'êtes pas occupé de cette partie-là, croyez-moi que vous allez dégringoler et pas qu'un peu. J'ai vu des très gros sites positionnés depuis des années sur des mots-clés se prendre une claque monumentale, surtout quand il y a des mises à jour Google, parce qu'à chaque fois, ils sévissent encore un peu plus, se faire tout simplement déloger parce qu'ils n'avaient pas bossé leur pilier technique. Je vous invite à mettre à jour régulièrement vos plugins si vous êtes sur WordPress. N'oubliez pas que plus c'est vieux, plus c'est long, plus ça crée des erreurs, plus ça peut créer des bugs, plus ça crée de la lenteur. Votre note mobile au global ne doit pas être en dessous de 80 sur 100. Vous pouvez tester ça très simplement sur Google PageSpeed Insight, qui est encore une fois un outil gratuit de Google qui vous permet d'avoir une note de 0 à 100. Si en mobile vous êtes en dessous de 100, mais ça doit être votre priorité absolue, puisque aujourd'hui Google juge votre site d'abord en mobile, plus tard en ordinateur. Donc mobile first. Vous devez avoir une expérience incroyable sur téléphone. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous planter en SEO. Et surtout, je vous invite à choisir la bonne plateforme, le bon CMS. Donc moi, je vous recommande particulièrement WordPress. J'aime beaucoup aussi Shopify, mais
commencez pas à partir sur des plateformes où le SEO n'est pas validé, n'est pas garanti. Si quand vous consultez la plateforme, vous voyez pas tout un paragraphe sur le référencement et sur ce que vous pouvez faire, c'est le risque d'être bloqué, de devoir changer de CMS un jour, d'avoir le pilier technique qui coince et donc d'avoir une stratégie SEO qui bloque. De toute façon, au global, les 4 points que je viens de vous montrer, là, c'est quand je fais des audits SEO, c'est les 4 points bloquants. C'est les 4 choses sur lesquelles, les 4 ingrédients qui font qu'une stratégie SEO stagne et ne décolle plus. Pour le contenu, on vient d'en parler, mais n'hésitez pas à écrire pour votre cible avant tout. Renseignez-vous sur la technique de l'EEAT. Je vais vous en parler un petit peu plus tard tout à l'heure, mais c'est vrai que Google met de plus en plus en avant les pages qui sont écrites avec cette technique. En plus, elle n'est pas très compliquée. C'est plus l'acronyme qui est chiant, ça je vous l'accorde. De toute façon, j'aime pas les acronymes très compliqués, vous commencez à le capter. Mais c'est pas si compliqué que ça à comprendre de comment est-ce qu'il faut... En fait, c'est une logique pour écrire votre page que Google aime bien et que vos utilisateurs aiment bien aussi. Et enfin, pour le pilier confiance, il n'est pas mort. Spoiler. Je vous invite à obtenir des liens de qualité. Je sais que sur le sujet des backlinks, il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de spéculations. Aujourd'hui, ce qui est sûr et ce qui est validé par la majorité des acteurs dans le SEO, pas que moi, mais aussi par tous les tests et les études qui ont été menés, c'est que ce qui prime, c'est plus la quantité, contrairement à avant. C'est pas parce que vous recevez 1000 liens d'un coup que ça y est, c'est la fête du SEO. Ce qui prime, c'est la qualité des liens. Par contre, effectivement, si vous ne recevez pas de lien, votre stratégie SEO, à un moment donné, elle va stagner. Vous pouvez démarrer sans. Ça, par contre, j'insiste, on peut démarrer une stratégie SEO sans backlinks. On peut déjà bien arriver à faire un bon taf. Mais à un moment donné, quand vous allez commencer à attendre des mots-clés qui sont plutôt concurrentiels et qu'en face, vous avez des sites qui ont une stratégie de lien, vous n'aurez pas le choix que vous aussi d'en faire. Et ça, de toute façon, je vous propose une petite solution après pour arriver à le faire vous-même. De toute façon, les backlinks sont essentiels pour la confiance pour Google, mais aussi pour sortir sur ChatGPT et différentes IA, puisque les backlinks sont un des ingrédients qui a le plus de poids pour être cité. C'est vraiment dans toutes les analyses et les études que j'ai pu lire, que ce soit en France ou en Amérique, tout le temps, ça sort tout le temps. Les backlinks, ça a l'air d'être, dans toutes les études, même que nous, on a fait les tests, c'est un des ingrédients qui fait que voilà, ChatGPT s'appuie beaucoup dessus. Avant de passer à la suite, j'ai une petite proposition à vous faire. Et justement, je sais que à quel point, quand on parle du pilier confiance, c'est quand on n'est pas expert, c'est galère. Ça par contre, 100%, je vous rejoins. C'est moi, quand je commençais à me former au SEO, c'était le pilier sur lequel je galérais le plus parce qu'il fallait accéder aux bonnes plateformes, il fallait savoir comment faire un bon lien, il fallait savoir comment obtenir des liens. D'où ma proposition. Ma proposition, notamment pour ceux qui n'auraient pas le budget pour se faire accompagner, et je le comprends totalement parce qu'on a chacun des étapes dans son business, chacun des étapes dans son site, mais je pense que si déjà vous maîtrisez le SEO, vous allez pouvoir vous apporter beaucoup de clés, beaucoup de leviers. J'aimerais vous accompagner pour vous former au SEO pendant 30 jours. Ma promesse, c'est qu'en 30 jours, je veux que votre site vous ramène des clients. Qu'en 30 jours, vous savez quoi faire et pourquoi vous le faites sur votre site. Ce que j'aimerais faire, en fait, c'est vous apprendre tout simplement en 30 jours ma méthode à moi de SEO que j'ai peaufinée depuis ces 10 dernières années. Et cette méthode, vous pouvez les répliquer, parce que déjà, moi, c'est la méthode que j'applique sur tous mes sites, tous ceux de mes clients. Elle varie en fonction de la thématique, mais c'est toujours les mêmes ingrédients. Et en plus de ça, vous pouvez la répliquer sur vos sites ou celle de vos clients. Bien sûr, j'ai beaucoup de personnes que j'ai formées, qui se sont formées eux pour ensuite devenir prestataires et s'occuper du SEO de leurs clients à eux. Dans cette méthode, j'aimerais aussi vous apprendre à faire du SEO partout, que ce soit LinkedIn, soit Instagram, Google, ChatGPT, Airbnb, Substack, bref, tout y passe. Parce que une fois qu'on a compris comment fonctionne le SEO, en fait, la plateforme, c'est pas tant le problème. Une fois que vous avez capté la méthode, vous pouvez le répliquer un peu partout et vous pouvez surtout en faire partout où il y a une barre de recherche. Moi, j'ai fait beaucoup de SEO sur LinkedIn et ce qui a aussi beaucoup permis que j'explose sur ce réseau. Donc, je vous propose de rejoindre la formation 360 SEO avec moi. Donc, c'est une formation qui vous durera à peu près 30 jours pour la faire en sa totalité, entre l'écouter, discuter avec moi, discuter avec les élèves et appliquer les conseils. C'est à peu près 30 jours de boulot. Cette formation, elle est validée par SEMrush. Pendant cette formation, vous avez tout un Discord sur lequel vous allez pouvoir discuter avec moi, avec mon équipe, mais aussi avec les 500 autres élèves. Et ça, je sais que c'est le vrai plus. Vraiment, vous discutez, les élèves discutent entre eux, se trouvent des solutions entre eux. Vous pouvez aussi venir vous débloquer ou alors venir vous aider mutuellement sur vos projets. Et ça a été, en tout cas, ma plus grosse surprise cette année quand j'ai mis en place ce Discord, ça a été de voir à quel point on a créé un écosystème SEO trop sympa où tout le monde peut se poser n'importe quelle question, venir s'aider sur n'importe quel sujet et surtout venir prendre du temps quand vous buguez sur un truc, parce que je sais que des fois on est tout seul face à son site, on a mais ça je sais pas comment le faire, j'ai essayé ça, ok j'ai écouté cette vidéo, ok j'ai regardé ça mais j'y arrive pas, et pouvoir poser la question à plusieurs personnes qui vont vous apporter différents angles, différentes solutions, je crois que ça a été le plus gros point positif qu'on a remonté sur cette formation. Dans cette formation, je vous apprends les 3 piliers du SEO qu'on vient de voir et tous les outils. Je vous forme sur tous les outils, comment les utiliser, lesquels utiliser, comment faire des choses sur ces outils-là pour vous faire gagner un max de temps. Et je crois qu'elle a des extrêmement bonnes avis, puisque je vous ai mis quelques extraits. Mais de toute façon, moi, le but de cette formation, déjà, je n'avais pas prévu de faire une formation, si ça peut, ça peut vous donner quelques infos. J'ai fait une formation SEO parce que vous m'avez demandé une formation à force que je fasse du contenu dessus. Amandine, c'est cool tes posts, mais ce serait bien que tu fasses quelque chose où on peut aller plus loin. Donc j'ai pris énormément de temps pour la faire, parce que ça
plus de 9 mois de tournage, entre les tournages des modules, s'assurer que ce soit le bon plan, etc. Ça m'a pris c'est un joli bébé, hein, on peut le dire comme ça. Ce que j'aime beaucoup et tous les retours qui sont sortis le plus, c'est vraiment enfin une formation où j'ai l'impression je sais quoi faire une fois que maintenant sur mon site. J'ouvre mon site, je sais quoi faire. Ça m'endort pas, c'est pas compliqué. J'ai des résultats. Et c'est tout ce que je voulais faire. Parce que faire une formation pour faire une formation, ça m'intéressait pas. Faire une formation vide et compliquée, ça m'intéressait pas. Parce que quand moi, je me suis formée, j'ai passé un nombre de formations ici où vous n'avez pas idée. Et le nombre de migraines que je me suis pris dans la tronche, c'était terrible. Donc je ne voulais pas que ma formation vous dégoûte, comme moi j'ai été dégoûtée des formations SEO, et je crois que le pari est plutôt réussi. Je vous montre un petit aperçu du programme. Donc, dans le premier module, on va reprendre toutes les bases du SEO, parce que si vous n'êtes pas bon sur les bases déjà, ça va vous handicaper sur tout le reste, et à chaque fois vous allez bugger. Donc il faut vraiment bien maîtriser les bases. Ensuite, il y a tout un module sur un pilier technique que je vous apprends à maîtriser. Je vous apprends à optimiser un site, à le rendre plus léger, je vous apprends à optimiser les fameuses Core Web Vitals, je vous apprends tous les critères de Google, comment les passer, comment améliorer un site. Ensuite, tout le pilier contenu, je vous apprends à écrire pour le SEO, que ce soit vos pages, vos fiches produits, vos pages catégories, vos landings. On y passe de A à Z. Je vous apprends aussi à faire une étude de mots-clés. Comment est-ce que je fais pour trouver les mots-clés idéaux pour moi? Comment je sais si je vais sur ce mot-clé-là ou sur celui-là? Comment vous assurer que vous n'allez pas sur le mauvais parce qu'il y a trop de concurrence et vous ne pourrez jamais vous positionner dessus? En plus, sur le mois de décembre, on a rajouté une vidéo super intéressante qui m'a été demandée par les élèves. C'est que j'ai tourné une étude de mots-clés. Mais comme je sais qu'on a toujours peur de se louper, et moi c'était mon cas, ce que je tiens, prendre rendez-vous pour poser les bases, à venir vous décoincer sur quelque chose d'incroyable. Pas d'entourloutre chez nous, on n'aime pas ça. 62 questions mises de côté. Je vais accélérer un petit peu. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je ne vais pas revenir sur écrire sur votre cible avant tout. Je voulais juste vous avancer sur un point. C'est que des fois, quand on me dit « Oui, Amandine, tu me dis vachement d'écrire pour ma cible, mais ça, c'est presque pas du SEO. Je sors presque du cadre. » Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, puisque Google a dit qu'il mettrait en avant un contenu qui est pertinent et satisfaisant pour les utilisateurs. Donc, ce qui est satisfaisant pour les utilisateurs, c'est quand personnellement, je vais arriver sur une page et tu vas comprendre mon intention, savoir quel est mon problème, me proposer une solution adaptée, me donner une réponse rapidement, comprendre qui je suis et ce dont j'ai besoin. Et bien sûr que ça, c'est du SEO. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le SEO, c'est que ouais, on met des mots et let's go. Mais en fait, il y a toute une partie sur comprendre à qui on écrit qui est super importante. Et c'est ce que je vous apprends d'ailleurs dans 360 SEO. Par contre, ça, c'est être à côté de la plaque. C'est pas du tout satisfaisant pour l'utilisateur. Si vous voulez vendre votre produit à tout prix, vous vous en foutez complètement sans besoin et de son intention, vous bourrez des mots-clés, vous écrivez pour Google avant tout, pour cibler l'algo, et vous abusez des mots-clés en gras, je vous garantis que vous allez vous prendre une claque. Voilà. Pas par moi, par Google. Il faut que vous posiez plusieurs questions aussi pour cette année, là, pour relancer votre site, qu'il soit tout neuf, qu'il soit pas encore là, ou qu'il soit là depuis un petit moment, reposez-vous ces questions. Quel est le but de votre site? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous apporte? Est-ce que vous voulez qu'il vous apporte des clients, des leads, de la visibilité, de la notoriété, de la crédibilité, de la confiance? Ça peut être les trois en même temps, mais c'est juste, posez-vous vraiment la question. Parce que souvent, c'est d'ailleurs, ça fait partie, moi, des premières questions que je pose à quelqu'un avant de l'accompagner, mais c'était quoi le but de ton site? Ah bah je sais pas, j'en ai fait un parce qu'il fallait que je le fasse. Ah, bah on va reprendre et on va recommencer. Parce qu'il faut que vous sachiez pourquoi vous avez fait un site. Quel est son but? Quel est son rôle aussi dans votre business? Qu'est-ce qu'il doit vous apporter? Et ensuite, si vous voulez savoir un peu comment faire votre plan d'action SEO, je vous conseille de démarrer par un audit SEO. Surtout si votre site est existant, s'il n'est pas encore créé, on fera une deuxième option. Mais si votre site il est déjà là, je vous conseille de démarrer l'année par faire votre propre audit SEO. Bien sûr, chez les loutres, on peut vous en faire un aussi si jamais c'est un sujet sur lequel vous n'avez pas de temps, c'est trop technique, etc. Mais essayez de faire un mini audit. Allez regarder comment se positionne votre site. Est-ce que par rapport à l'année dernière, il a beaucoup de trafic, moins de trafic? Est-ce qu'il a gardé ses positions? Est-ce qu'en ce moment, il vacille? Est-ce que vous avez atteint les mots que vous vouliez ou pas? Voilà, essayez de faire comme une petite introspection de fin d'année. Et bien là, on essaie de savoir quel est l'état des lieux de votre site avant d'attaquer l'année. Ce serait pas mal. Ensuite, je vous invite à trouver vos mots-clés et trouver votre cible. Vous ne pouvez pas continuer à faire du SEO si vous ne savez pas répondre à ces deux questions. Quels sont les mots que votre site doit cibler et lesquels sur votre business doit se positionner et à qui vous parlez? Si vous ne savez pas répondre à ces deux questions, ça va être une obsession jusqu'à ce que vous ayez les réponses. Ensuite, je vous conseille de définir un petit plan d'action basé sur les 3 piliers du SEO. N'oubliez pas les 3 piliers, vraiment pas. Et commencez vraiment par les mots-clés qui vont pouvoir vous rapporter le plus de business. On s'en fout d'aller chercher celui qui rapporte le plus de trafic là. Il faut en première action qu'il y ait des gens qui viennent sur votre site, qui sont prêts à acheter ou à se renseigner, qui vont vous permettre en tout cas d'avoir un point de touche avec votre potentiel cible. Si on résume, rebossez vos 3 piliers du SEO, faites un audit SEO, formez-vous à la rédaction SEO pour taper dans l'huile, parce que si vous ne savez pas écrire bien et bien écrire vos pages, c'est comme ça que vous vous loupez. N'oubliez pas que la régularité, c'est vraiment la clé du succès en SEO. Donc soyez régulier sur les 3 piliers, sur la rédaction de contenu, sur la publication. Au minimum, un article par mois, idéalement un par semaine. Ce serait vraiment l'idéal pour bien donner du carburant, comme on en a parlé. Si votre site n'est pas créé,
et que vous vous dites, ouais, cette année, c'est l'année où je crée mon site, s'il vous plaît, pensez au SEO avant. On pense au SEO avant de créer son site. Vraiment. En fait, la première étape, c'est qu'on va faire la fameuse étude de mots-clés dont je vous parlais avant. Comme ça, on va identifier les mots parfaits pour vous et ça va nous permettre de savoir quelle page créer. On en fait un plan d'action SEO parfait qu'on transmet à la personne qui va créer votre site, le designer, qu'importe. Et en fait, en lui fournissant ce petit cahier des charges SEO, ça va vous permettre de créer un site qui est déjà SEO friendly et vous n'allez pas devoir refaire 2 fois le taf. Parce que si vous créez votre site aujourd'hui, n'ayant pas pensé au SEO, qu'après on fait un audit SEO, on se dit bah votre site ça va pas du tout, il manque telle page, il y a ça, ça cite pas le bon mot-clé, vous allez devoir vous taper le taf 2 fois. C'est plus coûteux en temps et c'est plus coûteux en argent aussi. Donc pensez au SEO avant, s'il vous plaît. Et le cahier des charges SEO avant création de site, c'est aussi des choses sur lesquelles on peut vous aider si jamais vous avez besoin. Ensuite, quels outils de SEO par budget, parce que je sais que c'est toujours le sujet principal, mais j'aime beaucoup, je crois que vous me devancez même avant, mais vous me devancez avant même que je puisse parler de Régis Saint-Miguel, j'adore. En petit budget, je vous conseille Ubersuggest, qui est un super outil pour démarrer. Franchement, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Votre audit SEO, analyser vos pages qui sont un petit peu en train de ramer, trouver vos mots-clés, voir s'il y a des gens qui parlent de vous avec les backlinks. Pareil pour Mangools. Le seul inconvénient de Mangools, c'est que tout est en anglais, mais franchement, les outils sont vraiment top. Ils ont toute une solution de plein de petits outils et à petit budget, voire gratuit. Et enfin, forcément, je vais vous parler de Rédiger sans migraine, qui est mon outil SEO, l'outil de SEO des loutres, qui va pouvoir vous permettre de savoir quels mots-clés vous allez devoir sélectionner, parce qu'on vous aide vraiment à trouver le mot-clé parfait, celui qui a du volume, mais qui n'a pas trop de concurrence, qui est bien dans votre thématique et qui va vous permettre de ramener des gens rapidement. Et ensuite, on vous guide pour rédiger vos articles et vos pages, mais je vous en parle un petit peu plus après. Si vous avez un budget SEO un tout petit peu plus conséquent et que vous pouvez vous permettre au minimum de mettre entre 80 et 85 € par mois dans un outil SEO, je vous conseille soit SERranking, soit SEMrush. Ne prenez pas les deux en même temps. Ça va faire doublon de fou pour le coup. SEMrush est très précis, SERranking est plus abordable. Donc voilà, moi j'adore les deux. J'ai autant utilisé SEMrush que SERranking, c'est juste une interface différente, c'est aussi une petite question de préférence. J'aime beaucoup Ahref, qui est très très cool. Ahref est très précis pour votre stratégie de lien. Donc souvent moi je le cumule à un SEMrush ou à un SERranking, mais là le budget commence à devenir assez conséquent. Donc au début, je vous conseille plutôt de vous orienter vers SERranking ou SEMrush, un des deux, si vous avez un budget. Sinon, Ubersuggest, Mangools, ça fait aussi vachement taf. Et maintenant, je vais vous parler quand même de Rédiger sans migraine. Rédiger sans migraine, c'est franchement un outil sur lequel on a tellement bossé. Je prends un petit peu de recul en même temps que je vous parle. Donc c'est le premier outil SEO qu'on sort, c'est l'outil SEO des loutres. On a énormément travaillé sur l'interface. En fait, on a fait l'outil SEO qui nous manquait. C'est l'outil SEO qui va vous permettre tout simplement de savoir quoi écrire sur votre site facilement. C'est votre assistant à la rédaction pour ne plus être à côté de la plaque. Et il y a une rédaction offerte tous les mois. Vous pouvez le tester gratuitement, il n'y a pas d'engagement. On reste sans migraine, c'est vraiment le but. Et d'ici quelques semaines, on vous ajoute une mise à jour pour tous ceux qui utilisent déjà Rédiger sans migraine, parce que j'en ai vu passer un paquet dans le chat. Vous allez pouvoir enfin optimiser vos fiches produits. On a énormément bossé là-dessus avec Ryan. On s'est pris des migraines pas possible, mais ça y est, ça va arriver. Vous allez pouvoir optimiser vos fiches produits et vos contenus vraiment produits avec l'outil. Voici un peu à quoi ça ressemble. Donc, on se positionne vraiment comme l'outil de rédaction le plus simple et le moins cher du marché. L'idée, c'est que donc ça, c'est l'interface de rédaction. Quand vous allez taper votre mot-clé, on va vous sortir le volume, donc combien de fois il est recherché sur Google, il y a combien de personnes qui vont le taper tous les mois. On va vous dire si ça va être un peu tendu ou pas d'aller se positionner dessus. Et vous positionnez, on te dit oula, de l'outre, choisir votre abonnement. Donc en gros, toutes les deux rentrées, il y a beaucoup l'air d'en avoir un paquet et c'est très cool. J'aime beaucoup quand vous êtes aussi réactifs sur les questions. Je vais essayer de regarder les plus posées. Alors, hello Amandine, on a été très impactés, et coucou Flore, je suis très contente de te voir ici. On a été très impactés par la mage, tout s'est passé sur le direct. Et disparition du search organic, on a doublé notre trafic, est-ce que c'est normal? Eh bien, là, ce que je te conseillerais, c'est d'aller donc sur ta Google Search Console et de regarder la période. Sachant que la mise à jour Google a fini d'être déployée là, il y a quelques jours, je n'ai plus la date exacte. Il faut compter encore 2 à 3 bonnes semaines avant que ça revienne à la normale. Donc, soit tu as eu un effet incroyable de la mage et du coup tu as été mise en avant par tout le bon travail que vous avez fait en SEO, soit c'est un peu passager parce qu'il y a beaucoup de tests encore de la part de Google et beaucoup de ce qu'on appelle de volatilité. La volatilité, c'est quand tes positions font yo-yo, mais ton trafic aussi, d'un coup gros pic, puis gros chute, etc. Dans tous les cas, rien n'est normal pendant encore 2-3 semaines. Voilà. Est-ce que je travaille avec des entreprises belges? Oui, je travaille avec des entreprises belges et je vais même peut-être faire une conférence en Belgique pour l'année 2026. Donc oui, avec grand plaisir, on travaille déjà avec des clients belges en plus. Question qui dérange. Est-ce que ça sert encore de faire du référencement organique en Google privilégie les résultats sponsorisés? C'est pas une question qui dérange, tu fais bien de la poser. En fait, en réalité, il ne faut pas opposer le référencement payant et le référencement organique, donc le référencement naturel et le référencement payant. Ce qui est embêtant, et ça je vous rejoins là-dessus, c'est quand on tape un mot-clé et avant d'être en première position, on a 3-4 annonces sponsor.
il faut bien que Google Ads se mette en avant, donc ça, on ne pourra pas batailler là-dessus. Par contre, ce que je vous conseille, et ça, c'est au moment où vous avez le budget, c'est quand on cumule le référencement payant et le référencement naturel, les deux ensemble, c'est un combo vraiment incroyable. En fait, il ne faut pas opposer les deux. C'est juste deux sources de trafic totalement différentes. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent aussi beaucoup de bloqueurs de pub, qui ne supportent pas les résultats sponsors, tout comme il y a des gens qui sont très ouverts à avoir des résultats sponsorisés. Donc disons juste que tu touches une cible différente et que dans tous les cas, tu ne pourras pas batailler contre le résultat sponsor. Par contre, le gros avantage du SEO, contrairement aux ads, et ça je t'en parle parce que j'en fais beaucoup depuis beaucoup d'années. Quand tu fais du ads, c'est cool parce que si tu cibles bien, effectivement, tu peux, grâce à un budget donné, à un instant T, tu peux récupérer du lead. Ça te coûte de l'argent, ça peut aussi ne pas marcher, hein, il faut quand même le dire, il n'y a pas de résultat garanti. Mais par contre, quand tu coupes tes budgets ads, tu coupes ton acquisition. Tandis que ton SEO, il te ramène des résultats tout le temps. Quand bien même tu ne travailles pas ton SEO ou tu arrêtes de faire du SEO, moi j'avais un client qui a arrêté son activité et qui avait plus les moyens de. Enfin bref, de toute façon, il a arrêté son activité, donc il fait plus de SEO. Il m'a dit, Amandine, ça fait 1 an que j'ai arrêté, mais je reçois encore des demandes de contact grâce au SEO. Donc, l'avantage du SEO, c'est que tu construis quelque chose de très durable dans le temps. Tu viens aussi nourrir une présence qui est irremplaçable. Tu vois, genre, ok, le ad, c'est cool, t'es là, on voit 2-3 annonces de toi, etc. sur quelques mots-clés. Si en SEO, je tape agence SEO, t'es là. Si je tape comment faire du SEO, je te vois aussi. En fait, tu fais un effet toile d'araignée qui est irremplaçable. Et n'oublie pas que le SEO a beaucoup plus d'avantages que le Google Ads, même si j'adore Google Ads et que j'adore combiner les deux. Je regarde vos questions. Il y en a beaucoup. Du coup, est-ce que la note d'avis Google impacte le référencement? Si tu parles des avis Google, j'en ai parlé, mais du coup, oui, bien sûr que les avis impactent votre SEO, en bien ou en mal. Si vous avez des avis pourris, c'est aussi pris en compte. J'ai une question super intéressante que je vais essayer je vais la lire avec vous pour être sûre de bien la comprendre. Donc, alors, je pense que la personne voulait nous parler, donc Marie de GSE, donc au-delà de l'acronyme, ma réflexion portait sur le fond. En 2026, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de s'épuiser sur le top of funnel et les contenus de définition, puisque l'IA génère désormais ses réponses directement? Le vrai enjeu n'est-il pas de se concentrer sur la création de contenu qu'on ne trouve nulle part ailleurs? Bon, du coup, je pense que j'ai dû te répondre pendant le live, puisque je suis tout à fait d'accord avec toi. Du moins, on peut toujours faire des articles ou des pages de définition, mais elles ne doivent pas comporter que ça. Et ça peut être un gros avantage concurrentiel de capter la double intention. La personne cherche à se renseigner, mais je lui propose aussi une solution. Mais dans tous les cas, je suis d'accord avec toi, et il faut quand même commencer à apporter plus de valeur. Et il ne faut pas oublier aussi, la deuxième option, c'est que l'IA, pour répondre à toutes ces questions aussi un peu top of funnel, comme tu dis, elle a besoin de se baser sur des contenus existants. Donc il faut faire l'entre-deux. Je ne pense pas qu'il faut l'arrêter 100%, par contre, je le transformerai. Je continuerai à faire des contenus informationnels que je blinderai par de la valeur ajoutée, de l'expérience et des infos en plus. J'essaie de capter une double intention. J'informe puis je convertis. Tu vois, je ferai plutôt dans ce sens-là. Alors, et comment je fais si j'ai plusieurs business? Google sait-il faire la différence? Alors, j'aimerais beaucoup répondre à ta question, néanmoins, il me manque de contexte. Est-ce que tu fais plusieurs business sur le même site? Est-ce que tu as plusieurs noms de domaine? Est-ce il me faudrait un peu plus de contexte pour te répondre. Dans tous les cas, si chaque business est un site différent, oui, il fera la différence, puisque tu ne parles pas du même sujet, tu n'es pas la même entité, enfin, sauf si tu es un groupe, parce que ça arrive aussi. J'ai des clients qui donc, ont plusieurs business différents, mais qui sont tous reliés à une entité principale. Dans ce cas-là, Google comprend juste que tu es une entité qui propose plusieurs services. Elle est très drôle, cette question. Est-ce que le personal branding fonctionnait aussi bien lorsque tu étais employé? Oui, j'ai commencé à faire du SEO et à même faire du freelance quand j'étais en CDI, et c'est beaucoup le personal branding qui m'a fait connaître. Ça m'a beaucoup servi moi, ça a beaucoup servi ma boîte de l'époque. Ça c'est aussi le gros avantage pour les employeurs, hein, forcément, quand en tant qu'employé, vous prenez la parole, vous donnez une visibilité à la boîte pour laquelle vous bossez qui est assez énorme, mais ça vous donne vous aussi pas mal de billes pour la suite, donc c'est un gagnant-gagnant, je dirais. Je regarde encore. Mais dis donc, il y en a des questions? Ah, j'adore les questions sur les FAQ. Ah, Flore, je crois que j'adore tes questions, je n'ai même pas vu que c'était toi. Donc j'ai une question concernant les blocs FAQ qui sont fondamentaux pour le SEO. Tous les blocs de notre site en format déroulant, c'est-à-dire qu'il faut cliquer pour faire apparaître la réponse. Et il me semble que les IA ne lisent pas ce genre de contenu caché. Vous savez comment faire? En fait, c'est juste visuel, mais tout le monde le lit. Enfin, je veux dire, c'est un hack visuel. Toi, tu as l'impression que c'est un menu déroulant, et oui, mais en fait, le contenu est accessible par Google et par les IA. C'est pas du tout un contenu caché. D'ailleurs, je ne recommanderais pas ce genre de pratique, parce que cacher du contenu dans une page, c'est pas une bonne pratique SEO du tout. Ça peut être vu comme de la tromperie, etc. Beaucoup de gens qui disaient ça avant. Et donc, non, t'inquiète pas, c'est juste plutôt un truc visuel, et Google est très habitué, et les IA aussi, aux listes déroulantes et aux blocs déroulants. Dans les cas des fiches produits, j'utilise assez souvent ChatGPT, et bien évidemment, je relis au travail ce qui ne me convient pas, mais cela me dessert-il? Mon conseil, c'est plus... c'est pas mal d'utiliser l'IA ou ChatGPT pour t'aider, mais par contre, il faut qu'on te retrouve ta patte. Donc, si tu génères une fiche produit avec ChatGPT, derrière, il faut que tu repasses, mais à fond. Genre, franchement, là, il faut que tu dois ajouter ta patte. Tu peux pas laisser ça neutre. Si tu laisses ça GPT-like, oui, tu seras pénalisé. Si tu le retravailles bien et qu'on sent bien
ton image de marque et de l'humain, ça ira. Mais après, surtout pour les fiches produits, le texte est en général assez court, donc fais attention quand même à pas trop, qu'il soit pas trop similaire d'une fiche à une autre, tu vois, et qu'on te ressente bien. Amandine, je suis client chez vous. Bonjour Olivier, formation et après-rédaction. Envisagez-vous de créer une base client qui pourrait faire des articles invités et génère des backlinks entre nous, bien entendu dans le respect des thématiques de chacun, une sorte de comité de l'autre. Oui, avec plaisir. En fait, c'est déjà des choses qui se passent sur le Discord, mais tu sais quoi, c'est une excellente idée de pouvoir se proposer des articles invités. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement demander à mon équipe de créer un nouveau canal sur le Discord qui serait échange de liens. Et comme ça, vous pourriez tout simplement vous échanger des petits backlinks avec grand plaisir. Et je garderai un œil pour être sûr que vous faites pas des liens qui peuvent vous desservir. Donc, très bonne idée, Olivier. Et puis, n'hésite pas à proposer ça sur le Discord. En plus, on a un canal idée d'amélioration, donc avec grand plaisir. Je reprends encore quelques questions avant de vous laisser partir manger, même si j'aimerais toutes les traiter. Pour les questions à la fin de live, pourrais-tu parler rapidement du SEO Google Images? Oui, c'est super intéressant. J'aurais beaucoup aimé savoir dans quel type de business tu es. Comme ça, j'aurais pu te donner encore plus de tips. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui cherchent par Google Images et tu peux générer un gros trafic par Google Images. Je le compare beaucoup au SEO sur Pinterest, qui est aussi un sujet super intéressant. Disons que ce que je te conseille, c'est de bien optimiser les images que tu voudrais qu'elles ressortent sur Google Images par ta balise alt, le titre de ton image. Donc au sein d'une page ou de ton article, travaille les balises alt et les titres de tes images, majoritairement de celles que tu voudrais voir sortir sur Google Images. Mais oui, tu peux avoir un beau trafic de la part de Google Images. Si je ne sais pas quelle était ta question initiale, en fait, je pourrais te parler de ce sujet de plein de façons. Donc n'hésite pas à me la préciser pour que je puisse aller plus en profondeur. Hop là. Donc pour répondre à la question, à la nécessité d'une réponse rapide à l'intention de recherche, il vaut mieux éviter les articles longs et complets, privilégier les articles courts et précis. Alors pas vraiment, c'est pas vraiment là où je voulais en venir. En fait, ce qu'il faut plutôt que tu fasses, c'est que pour chaque mot sur lequel tu veux te positionner, tu as plusieurs ingrédients à aller voir. Le premier, c'est ce mot-clé-là. Est-il recherché? Oui, non. Par combien de personnes? Est-ce que c'est assez intéressant pour moi? Oui, non. En termes de concurrence, est-ce qu'elle est trop élevée pour moi? Oui, non. Si elle est OK, j'y vais. Il y a du volume, il n'est pas trop concurrentiel, j'y vais. OK, maintenant, quelle est son intention? Qu'est-ce que la personne veut? Et en fait, en fonction de l'intention, tu définis le type de contenu. Est-ce que la personne veut un article long, veut un article court, veut une page, veut une fiche produit? Ça, c'est ce que je vous apprends à faire dans 360 SEO. En fait, la longueur dépend de l'intention et du type de contenu de ton utilisateur. Il n'y a pas une règle pour OK, ils veulent des trucs courts, donc je fais que des articles courts. En plus, en faisant ça, tu peux faire un risque de cannibalisation, donc de créer trop de contenus qui sont similaires entre eux et de t'auto-concurrencer. Donc, il faut faire très attention à toujours te dire OK, en fait, pour chaque article ou page que je veux créer, je dois m'informer avant pour savoir quel type de contenu et la longueur du contenu que la personne attend. À quel point ChatGPT remonte dans vos sources d'acquisition par rapport aux sources traditionnelles? Alors, ça dépend du type de client, de la thématique. J'ai des clients pour qui c'est une source d'acquisition assez importante. J'ai d'autres clients pour qui c'est assez de peanuts, quoi, c'est de temps en temps. Ça dépend du business, de ta niche, ça dépend à quel point ta stratégie SEO Google est très précise. Voilà, donc trop de ça dépend. Mais c'est pas encore majoritaire, quoi. Enfin, pour certains business, ça peut l'être. C'est vrai qu'on l'a vu quand même. On a des clients pour qui ça a tabassé. Et on a des clients pour qui ça reste anecdotique. Donc ça dépend beaucoup de la thématique. Question peut-être bête, mais peux-tu parler du fait que lorsqu'on consomme plus de vidéos rapides, du coup, les articles de blog sont-ils toujours pertinents? Ils sont toujours beaucoup moins consultés au détriment de ces vidéos? Eh bien, encore une fois, ça dépend. Parce qu'il y a des mots pour lesquels, oui, la vidéo va être la réponse idéale, mais en fait, il y a encore beaucoup de gens, et il y a beaucoup de monde qui prennent du temps pour lire des articles de blog. Je te prends l'exemple du voyage. Dans le monde du voyage, le blog, c'est l'Eldorado. Et la concurrence directe, c'est TikTok, parce qu'il y a beaucoup de gens sur TikTok qui font des itinéraires de voyage et des vidéos hyper rapides. Et quand bien même les gens en fait, vont d'abord être sur une vidéo TikTok, par exemple, s'ils veulent partir en Thaïlande pour un voyage, ils vont aller sur TikTok, ils vont regarder 2-3 destinations, et après, ils vont pousser leur recherche par un article de blog, par quelqu'un qui aurait été sur place. En fait, les deux se cumulent, c'est rarement l'un ou l'autre, et ça dépend de ta thématique. Et en tout cas, tu n'as aucun souci à te faire sur les articles de blog, ils sont très consultés. C'est ce qui génère beaucoup de leads aussi, si c'est bien fait. Donc, pas de panique pour les blogs, ils sont toujours là. Ouh là là, il y a beaucoup de questions. En tout cas, s'il y a des gens qui se posent des questions sur toutes les sources, j'avais fait un live sur donc le SEO avec Sorenkin qui avait fourni beaucoup de sources, beaucoup d'études. Donc ça pourra, parce que s'il y en a qui ont envie de fouiner, il y a possibilité de fouiner dans les derniers replays et dans les dernières études aussi qu'on a faites et qu'on a publiées. Je regarde les questions auxquelles je n'aurais pas répondu déjà pendant le live. J'ai eu des questions aussi atypiques. Tu vis du SEO, c'est la question est aussi, enfin la réponse est bien sûr, ça me paraît évident. C'est bien sûr qu'on peut vivre du référencement et heureusement que aussi le référencement permet à mes clients de vivre de leur activité. La question me semblait potentiellement peu bien intentionnée.
Comment fonctionne concrètement le SEO marque avec un exemple? Alors je sais pas si elle a été posée avant ou après que je parle de ce sujet-là, mais pour le SEO marque, bah, tu peux avoir un exemple sympa, c'est tu te rends compte qu'il y a 20 personnes tous les mois qui tapent SEO sans migraine à vie. Tu te rends compte que tu n'as pas fait de page sur SEO sans migraine à vie, qu'il y a potentiellement ta page elle est pas super bien protégée, et bah fais une page SEO sans migraine à vie. Voilà, c'est vraiment en gros, faut que tu identifies tous les mots de marque qui ont du volume et qui pourraient faire attention. Pour toutes les questions autour de protéger les noms, protéger votre marque, etc., c'est souvent un plan d'action très précis que moi je mets en place parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients à prendre en compte. Est-ce que votre nom il est déposé? Est-ce qu'il y a un concurrent qui est très proche de vous? En gros, ça demande une étude précise de votre nom et ensuite on en sort un plan d'action très précis. Donc je ne pourrais pas vous répondre comme ça des conseils puisqu'en fait à chaque fois c'est du extra personnalisé. Et celle-là, comment avoir une fiche My Business si je n'ai pas d'adresse physique? J'ai l'impression que certains y arrivent, mais pas moi. Alors, tu as 2 options. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu trop de gens qui ont créé des fiches Google My Business sans adresse et du coup, c'est pénalisé. Donc, ça passe 6 à 7 fois moins qu'avant. J'arrive quand même à créer des fiches My Business pour des clients qui n'affichent pas leur adresse, mais par contre, il faut quand même pouvoir relier ta fiche à une adresse physique. Ça veut dire qu'elle ne sera pas visible sur ta fiche, mais il faut que Google puisse vérifier d'une quelconque façon que tu existes, sinon il y aura de l'abus dans les fiches. Il y a plein de gens qui ont créé plein de fiches, qui les avaient optimisées, qui sortaient en SEO, c'était des faux business, bref, il y a eu un gang de l'arnaque. Donc il faut au moins que tu puisses avoir une adresse physique à laquelle Google peut effectuer des vérifications. Je ne dis pas qu'il va l'afficher, que tout le monde va pouvoir voir ton adresse, mais ça va être obligatoire. Si tu n'as pas d'adresse physique où il peut effectuer ces vérifications, ça va être beaucoup plus compliqué de créer la fiche, voire impossible, à cause des abus qu'il y a eu. Ils ont été obligés de couper. Je vais prendre une à deux questions, puis après je vais vous libérer. Le replay sera disponible, je vous enverrai un petit lien par mail. Cette fois-ci, on ne publiera pas le replay sur YouTube, il faudra le récupérer vers un lien. Sur PageSpeed Insight, il faut rentrer l'URL de notre page d'accueil, tester toutes les URL. Rentre déjà donc l'URL de ta page d'accueil, ça fait ton domaine, et puis après tu peux tester toutes tes pages, mais déjà ton domaine donne le ton global. Si déjà sur le domaine t'es pas bon, ça va être compliqué. Et après tu peux vérifier toutes tes pages, mais bon, c'est beaucoup de temps. Disons plus que va dans la Search Console, va dans l'onglet Core Web Vitals et regarde si tu passes le test. Et si tu passes pas le test, il te dira quelles URL te mettre dans la panade. Est-ce que la formation est dans la section des mots-clés pour nous? Oui, bien sûr. Je crois que c'est d'ailleurs le module le plus conséquent parce que c'est le module sur lequel vous avez plus de questions et c'est le module sur lequel je rajoute de plus en plus de vidéos pour encore plus peaufiner. Est-il préférable de prendre un prestataire SEO dans sa zone géographique? Non, il n'y a pas trop d'impact là-dessus, sauf préférence. Moi, je sais que j'aime bien travailler pour des clients qui sont à Montpellier. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir aller les voir, de pouvoir me rendre sur place. Mais nous, on accompagne des clients dont toute la France et plus encore. Donc, des fois, on se déplace aussi, même chez nos clients. Donc, bref, il n'y a pas besoin de le prendre. La zone géographique ne devrait pas être un critère. Ce qui doit être un critère, c'est ce que tu te sens bien avec cette personne, est-ce qu'elle a des bons avis, une bonne réputation. Que penses-tu des sites comme Links Club pour les backlinks? J'ai beaucoup travaillé avec Linksgarden, et donc c'est une branche de Linksgarden, donc j'aime beaucoup. En plus, dans la formation, j'ai fait tout un module de tuto sur Links Club, donc avec plaisir. Je pense que je te recommande ça sans souci, quoi. Et je vais prendre une dernière question. Il y a tellement de questions. Vous m'avez posé des questions tellement passionnantes que je pourrais passer l'après-midi à vous répondre. Je suis très contente qu'on en parle. Une newsletter ou un article SEO sur le SEO Pinterest, ce serait génial. C'est dans ma to-do. Il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles je dois faire des articles ou j'aimerais faire des newsletters. Dans ma formation, là, je vais rajouter aussi tout un module sur le référencement sur Planity. C'est une plateforme de SEO monstrueuse pour toutes les personnes qui passent par Planity pour que les clients puissent réserver, que ce soit leurs prestations, qu'importe que vous soyez coiffeur, prothésiste, enfin qu'importe comment on l'utilise. Planity est incroyable en SEO et j'ai hâte de vous en parler au même titre que Pinterest. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour ce live, merci d'avoir été présent et présente. Merci pour votre fidélité comme toujours. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie de me donner votre petit avis sur ce live, si vous avez des questions sur le SEO. Et je vous souhaite une très belle année. Je vous souhaite également beaucoup de belles choses. J'espère que cette année sera votre année pour le SEO. Et voilà, vous avez le lien si jamais vous voulez vous faire accompagner de la liste d'attente. C'est